Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, jour de mise à jour économique. Et le Parti québécois a aussi fait une mise à jour. Il a rendu accessible en ligne une compilation exhaustive des dépenses frivoles du gouvernement de la CAQ. Il y en a pour plus de 5 milliards de dollars. De l'argent durement gagné des Québécois et des Québécoises. On pourra retrouver dans cette compilation ce que la CAQ a fait de notre argent et ce qui explique en bonne partie pourquoi on se retrouve dans cette situation avec 11 milliards de déficit, un record, et ce qu'on apprendra aujourd'hui également. Dans ces dépenses s'expriment des choix. Quand, par exemple, le gouvernement de la CAQ choisit de donner 10 millions de dollars au bijoutier de luxe Burks, je ne sais pas, ça répond à quel objectif. Quand on finance Flying Whale, très controversé, des dirigeables baleiniers, quand on finance des baisses d'impôts à des fins de réélection électorale de façon si massive, vous avez une liste là qui va loin. Quand on finance Elon Musk, l'homme le plus riche au monde, quand on augmente de 70 000 $ le salaire du directeur de cabinet du premier ministre d'un coup, puis l'ensemble des cabinets, quand on finance les espaces bleus pour finalement ne pas les faire. Donc, vous voyez, tout est là et ça va être indexé et on fait appel au public également pour nous donner de l'information. Donc, c'est en ligne, vous l'avez reçu. Ne suffit pas de dire « voici la situation financière ». Il faut dire également « voici les conséquences négatives de cette situation financière sur les services sociaux, santé, éducation, services aux citoyens », mais aussi « pointons les dépenses irresponsables du gouvernement de la CAQ ». Et pour le reste du mandat, vous pourrez compter sur cette page qui va recenser l'ensemble de ces mauvaises dépenses, et c'est maintenant accessible à tous. Et M. Paradis, mon collègue, sera pleinement accessible aujourd'hui sur les questions économiques. Oui, c'est bien ça. Il vous le dit. Parlant d'économie, M. Bérubé, qu'avez-vous pensé des propos de M. Legault hier en Chambre sur le projet de Nordvolt? Bon, il dit... il y a des mauvais coups, il y a des bons coups. En nommant les bons coups, il ne nomme pas Nordvolt. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça? Intéressant l'évolution du discours du gouvernement, de la ministre Fréchette et du premier ministre sur le projet Nordvolt. On les sent beaucoup plus réservés depuis quelques jours, bien sûr, puisque les nouvelles préoccupantes se succèdent à un rythme effréné depuis plusieurs semaines. On apprend hier que pour la branche américaine, on envisage donc de se placer sous la protection des créanciers, sous le chapitre 11 des lois américaines. On apprend qu'il y a eu des changements à la haute direction de l'entreprise et qu'un spécialiste en restructuration est maintenant à la tête de l'entreprise. Donc, bien sûr qu'il y a lieu de se préoccuper. Mais Nordvolt, d'un côté, c'est une jeune pousse qui fonctionne dans un environnement nouveau, une nouvelle filière. Ce qui est inquiétant, c'est comment notre gouvernement a géré ça. Comment se fait-il que notre gouvernement s'est précipité en quelques semaines dans ce projet-là, après une rencontre avec l'ancien ministre Pierre Fitzgibbon, et là, qu'en quelques semaines, les milliards étaient offerts à cette entreprise-là? Quelle garantie on a eue? Quelle analyse de l'investissement on a faite? Et là, où sont les fameuses garanties dont la ministre Fréchette s'est vantée? Où est le statut privilégié du Québec? Actuellement, le Québec est spectateur de ce qui est en train de se passer. Pourquoi? Parce que les vrais créanciers garantis sont en train de discuter de l'avenir de Nordvolt pendant que Québec est spectateur. En dépense frivole, est-ce que vous diriez que Nordvolt est une dépense frivole? Bien, 710 millions en deuxième place. Alors, c'est déjà dans la colonne des pertes en ce qui nous concerne. C'était non avisé. Puis c'est vraiment un contraste important entre le discours sur le PME qu'on a tenu cette semaine et le discours face à d'hypothétiques retombées d'entreprises internationales pour qui c'est plus spectaculaire de faire des annonces que de supporter les PME présentement au Québec. Donc, un autre contraste qui nous mène vers 2026, le parti des multinationales européennes, mondiales, qui pourraient peut-être donner du gros rendement versus les PME québécoises. Deux visions qui s'affrontent, et la nôtre, c'est celle des PME québécoises qui ont besoin tantôt d'énergie, tantôt de soutien pour devenir encore meilleures. Oui. Pensez-vous que les carottes sont cuites pour un autre vote? Et espérez-vous aussi que ça avorte?
Si on fait de la politique de hauteur dans l'intérêt du Québec, on ne peut pas souhaiter qu'un projet comme celui-là tombe complètement aujourd'hui parce qu'il y a déjà 719 millions de l'argent des Québécois qui est investi. On peut s'interroger, par contre, sur la façon dont le gouvernement du Québec a mené cet investissement-là depuis le début. Le premier ministre nous l'a dit lui-même à un moment donné, il a parlé du pari. Il a parié l'argent des Québécois. Et il l'a parié dans une façon d'investir l'argent qui était risquée. Alors, la ministre Fréchette aura beau prétendre que c'était une stratégie extraordinaire, novatrice. Ce n'est pas vrai. Là, une débenture, là, je ne veux pas dire que c'est vieux comme le monde, là, mais c'est une façon d'investir qui est très connue. Je faisais ça, moi, quand j'étais avocat d'affaires. Ce n'est pas un investissement garanti, c'est clair. La PDG d'Investissement Québec, elle l'a dit la vérité. Elle a dit clairement que le Québec n'est pas parmi les investisseurs privilégiés qui sont en train de discuter actuellement de l'avenir de Nordvolt pendant que le Québec est spectateur. Alors, c'est préoccupant actuellement, le sort de l'entreprise. Ce qui est beaucoup plus préoccupant, c'est comment notre gouvernement a géré ça depuis le début. Juste dernière sur tout ce qui est budget, là, on apprend sur le site de Radio-Canada ce matin qu'il y a des CIS et des SUS qui doivent reporter toutes sortes de projets en matière d'infrastructure des établissements de santé. Donc, les consignes se rendent déjà sur le plancher. Qu'est-ce que ça veut dire? On a même révélé une note interne du C3S du Bas-Saint-Laurent. Donc, c'était 8 millions qu'il fallait aller chercher. C'est maintenant 34 millions dans les prochaines semaines, 40 millions en Gaspésie, et ainsi de suite dans chacun des CI3S. Les conséquences des infrastructures qui ont besoin rapidement d'intervention ou de l'hémodialyse, des gens qui ont besoin 3 fois par semaine de se rendre dans une autre ville pour leur vie. Bien, on avait, par exemple, dans ma circonscription, un projet pour l'hémodialyse à la maison, où le protecteur du citoyen dit « Vous devez vraiment le faire, je vous intime de le faire cet automne. » Réponse « On ne le fera pas, on n'a plus d'argent. » Alors ça a un impact sur des vies de gens que je connais, qui se rendent à mon bureau, qui disent finalement, pour quelque chose de vital, ils n'ont plus l'argent, mais il faut que je sois piqué 3 fois par semaine, 2 heures de route 3 fois par semaine pour aller à Rimouski, Matane, Rimouski-Amqui. Si on est rendu là, ça veut dire que notre situation financière est précaire et ça, c'est pas réjouissant. Oui, bien, et si je peux ajouter, là, on va avoir la mise à jour économique aujourd'hui. On y sera là, dans 1 heure ou 2. On aura un portrait, on l'espère, plus clair de la situation. Mais ce que mon collègue Pascal Bérubé vient de mentionner, on le voit partout au Québec. C'est le cas aussi de plusieurs institutions dans la circonscription de Jean Talon, les cégeps notamment, qui se font priver de la possibilité d'acheter des équipements essentiels pour que les cours se donnent, pour qu'on puisse former le futur personnel dans les soins de santé. C'est coupé. On a beaucoup parlé des coupes dans les services de francisation pour les personnes immigrantes. C'est coupé partout au Québec. Les gens ne peuvent plus s'inscrire à des véritables cours de francisation. Et non seulement ça, on apprend un peu partout au Québec que les instructions sont de dire « Vous ne pouvez même pas prendre de l'argent que vous avez dans d'autres lignes pour les déplacer, pour maintenir minimalement les cours de francisation. Vous ne pouvez pas faire ça. » Alors, je voudrais vous entendre sur les cours de religion qui sont donnés la fin de semaine dans les écoles publiques. Dans ce cas-ci, c'est sur les valeurs de l'islam. Mais qu'est-ce qu'on doit faire avec ça? Pas de religion dans les écoles. Une phrase. Donc, religion, même la fin de semaine, sur les centres communautaires, lieux de culte, pas dans les écoles. La ligne doit être très claire là-dessus. J'ai fait venir il y a quelques jours la consigne que le gouvernement a envoyée pour les prières suite à nos pressions. Les principes qui sont là s'appliquent en toutes circonstances. L'école, même la fin de semaine, n'est pas le lieu approprié pour la religion. Malgré cette directive qui est là depuis plus d'1 an, il y a encore des écoles publiques où on voit des cours de religion le week-end. Il y a des endroits que peut-être pour s'éviter des problèmes, décident de poursuivre en se disant on ne l'apprendra pas, mais on l'apprend. Alors, ce n'est pas souhaitable. Il y a des centres communautaires, il y a des salles qui peuvent être louées, il y a des lieux de culte de toutes les confessions. Pas de religion dans les écoles. C'est un concept clair, c'est une vertu cardinale. Nous, c'est en toutes circonstances, c'est pas à géométrie variable. Il n'y a pas de religion dans les écoles. Sur le méta,
Canada. Est-ce que pas de sentiment par rapport à... Oui, je suis membre de la commission. Hein. Je suis un des 4 commissaires. Donc, je fais attention parce qu'habituellement, on laisse le soin à la présidente d'intervenir. Évidemment, Meta, c'est un joueur important qu'on aimerait entendre. Puis il y a eu beaucoup de communication. Ça a été très bien fait par la commission. Ils veulent pas, ils veulent pas. La seule chose que je dirais, c'est que c'est toujours important de les entendre. Et il se pourrait, je ne veux pas présumer de la décision de la commission, qu'on puisse aller jusqu'à les convoquer par subpénal. Et moi, personnellement, c'est mon souhait. C'est un outil qu'on n'utilise pas souvent dans le parlementarisme, dans les commissions. Avis personnel, je ne veux pas manquer de solidarité à l'égard de la commission qui n'a pas pris cette décision-là. Moi, je suis d'avis qu'il faut envoyer un subpénal et les conséquences sont graves. D'ailleurs, on l'a déjà évoqué dans d'autres projets de loi dans le passé. C'est assez sérieux qu'on est rendu là. Je comprends. Quand vous dites qu'il faut envoyer un subpénal, c'est quand même quelque chose... On peut s'en prévaloir. C'est une disposition qui existe. Mais qu'est-ce qui, selon vous, justifie de recourir à cette voie-là qui est assez... L'impact sur les jeunes de cette technologie qui est important, qui est au cœur de la consultation qu'on mène présentement. D'ailleurs, il y a plusieurs élus qui sont en Outaouais, à Montréal cette semaine, étaient à Québec en début de semaine. C'est au cœur de ça, c'est addictif, il y a un impact, donc il faut qu'il se fasse entendre. Et déjà, l'idée qu'il refuse de se faire entendre est comme une circonstance aggravante. Ça donne l'indication que peut-être ils ne veulent pas qu'on apprenne comment ça fonctionne totalement, ces applications. Donc moi, je suis pour la ligne dure. Donc, si on peut les convoquer par subpénal, qu'on procède. Ça n'engage que moi. La commission prendra ses décisions. Peut-être sur la... Mais juste une dernière question là-dessus. Puis sur TikTok, peut-être, parce que là, c'est une autre raison qu'ils ne sont pas là. Ça, c'est ce que vous... TikTok, j'ai l'impression que ça fait partie de leur déception quant à la volonté fédérale de démanteler la maison canadienne de TikTok. Je pense qu'il faut leur faire comprendre que le gouvernement du Québec n'est pas le gouvernement canadien, qu'ils seront bien accueillis, qu'on a des questions, même des jeunes. On a cumulé des questions des jeunes. Donc, je parle des 2 cas, mais la commission va remettre son rapport au printemps. On a du temps pour les entendre, puis on n'abandonne pas. Sur la francisation, on apprend ce matin que la FSE va déposer une série de plaintes là, à l'OQLF, au commissaire à la langue française et au protecteur de l'élève, demande d'enquête. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous considérez que vous pourriez faire aussi? Je sais que le Parti libéral a envoyé une demande d'enquête au... On est dans le débat politique. Je veux dire, quand Pascal Paradis vous présente dans la région de la capitale-nationale des citoyens issus de l'immigration qui avaient des cours, puis là, ils n'en ont plus, puis on se fait dire, bien finalement, ils ont mal géré leur budget. Je veux dire, ils sont là. Est-ce qu'on arrêterait d'accueillir des enfants dans une école en cours d'année? Non. Alors, le service doit se donner. Le gouvernement a une rallonge à donner pour s'assurer de franciser l'ensemble des citoyens de son territoire. Ça fait partie de l'entente qu'on a avec eux. Je le vis chez nous, je le vis ailleurs. Au plan politique, on essaie de comprendre leurs décisions. Leurs réponses sont assez désolantes de dire qu'ils ont mal géré leur argent. C'est pas ça. Là. Il y a du vrai monde dehors qui manifeste, des enseignantes, des immigrants qui disent « Je veux apprendre le français, je veux participer à la vie québécoise. » Ça arrache le cœur. Alors là, les autres, ils ont décidé que leur ligne, là, qu'ils reçoivent le matin, là, les caquistes, c'est partout. Hein, je l'ai vu à Bécomo, à Rimouski, partout. Blâmer les centres de services scolaires pour leur gestion. Ça n'a pas de cœur, ça. Puis, si je peux me permettre, quand même, c'est beau de voir que la société civile et les principaux concernés s'organisent. Alors, tant mieux. Il y a ces recours-là. Il y en a d'autres. Mais les étudiants, les personnes immigrantes qui veulent être francisées se sont organisées, ont organisé des manifestations devant les centres de francisation pour montrer qu'il y a du vrai monde. Mon collègue Pascal vient de le dire. Il y a 450, on est rendu à 450 professeurs et membres du personnel qui ont perdu leur emploi en francisation partout au Québec. Et le gouvernement continue à nier que c'est le cas. Alors, ils s'organisent eux-mêmes et ils disent, nous sommes là, nous avons des collègues qui ont perdu leur emploi. C'est ça qui est en train de se passer partout au Québec. Une personne immigrante qui arrive au Québec, qui veut s'inscrire en francisation, actuellement a 2 choix, c'est-à-dire pas de cours dans les centres d'éducation aux adultes ou une interminable file d'attente pour des cours peut-être sur Internet. Actuellement, on parle de délais qui vont jusqu'à 9 mois. 9 mois.
C'est ça la situation réelle sur le terrain. You accuse the government of frivolous spending. Can you give a few examples of what you consider Well, frivolous? there's a lot of spending. It could be flying whale, could be the Burke's jewelry. Burke's 10 million. Espace Bleu. The studies for the third link. SACLIC, the Eric Karting. North Star satellite by Charles Sirois. Panier Bleu, and on and on and on. So therefore, Minister's main counselor. yeah, Chief of Staff Martin Koskinen received a bonus of $70,000 in a year. People forget this. So, The Los Angeles Kings. okay, the golf. So, $5 billion in spending. Frivolous Yeah, frivolous spending. So we have a list here. And when you hear that the Northvolt project, there's a strong possibility it could fall It's through in the Quebec. second line of our list. How do you feel, though, about that it might fall through? You're gonna lose money. It's a big concern presently. So not only we're expecting a new portrait of our public finances today, but we're expecting some news about Nordvolt, and it's been concerning for weeks, for months now. Even more concerning is the way the government handled the whole investment, which was not an investment, which was a bet. Our very prime minister said it's a bet, and it's a bet that was decided in a matter of weeks. Billions, 2.9 billions decided in a matter of weeks. Where was the due diligence? Where was the risk assessment for our money, for Quebecers' money? We don't know, and today we're paying the consequences of that, because while real guaranteed creditors are talking about the future of Nordvolt, the government of Quebec is sitting there just watching, being a spectator of the fate of 719 millions that was already invested in that bet. La Mastercard. C'est quoi? C'est la Mastercard. Oui, c'est la Mastercard qu'on a produit. Pour accéder à bien les dépenses. D'ailleurs, ils ne vérifient pas les cartes d'affaires, les cartes de crédit, on a appris. Merci. Bonne journée.